Bonsoir mes amis investisseurs, bienvenue au septième épisode de Dollar Master. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'analyse fondamentale d'action, l'outil d'analyse des sociétés en bourse qui va nous permettre de choisir les meilleures sociétés pour être partenaires sur le long terme. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que l'audio est bon? Est-ce que la vidéo est bonne aussi? La qualité? On va passer directement au sujet. On a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Bonsoir Joseph, bonsoir Mika, Bernard, Benjamin, Hervé, Philippe. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je vais passer directement à la présentation. Donc, pour ceux qui tombent ici pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, je suis analyste financier et je suis spécialiste sur les petites capitalisations cotées en bourse. Donc, la majorité des sociétés dans mon portefeuille sont des petites capitalisations. Cette formation gratuite sur YouTube a l'objectif, en fait, de partager le maximum possible de connaissances par rapport aux investissements boursiers des long terme, que ce soit sur les grandes sociétés, que ce soit sur les petites sociétés aussi. Donc ça, c'est les défis Dollar Master. On a commencé le 8 mars, on va terminer le 21 mars. Donc pendant 14 jours, à 20 heures sur YouTube, je vais investir 10 000 dollars de ma propre poche. Okay? Donc du deuxième au 14e live, le contenu sera disponible sur YouTube pendant 48 heures. Après 48 heures, le contenu va disparaître. C'est pour ça que ça s'appelle un défi. C'est une façon de vous attirer l'attention pour faire attention et suivre les défis. Et comme j'avais dit, donc dans la master, je vais investir 10 000 dollars jusqu'à la fin. J'ai déjà investi seulement 1 600 euros. Ça veut dire que pendant cette semaine qui va commencer aujourd'hui, lundi jusqu'à lundi prochain, je vais investir les restants. Donc, plus de 8 000 dollars qu'on a encore disponibles pour faire les investissements. Donc, pour ne rien rater, vous avez les liens, la newsletter dans la description de la vidéo. Vous avez les liens du groupe Facebook. Vous avez les liens, du lien du groupe Telegram et du groupe WhatsApp du Dollar Master. Comme ça, vous pouvez recevoir les books du Dollar Master, les books d'analyse fondamentale d'action, la liste des sociétés choisies et la playlist. Si vous avez raté quelques lives, vous allez recevoir la liste complète des lives, donc du premier au dernier épisode. Donc, vous avez les liens dans la description de la vidéo et aussi les préinscriptions de la formation personnalisée Insider et dans la description de la vidéo aussi. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est une formation pour investir en bourse, l'analyse fondamentale d'action. Pour ceux qui ont fait déjà de l'expérience avec l'analyse fondamentale, on va reprendre quelque chose de base, les principes, mais je vous assure qu'on va arriver jusqu'au niveau un peu plus approfondi, intermédiaire aujourd'hui, parce que je vais parler de PEG, de PEG ratio, que c'est un ratio de valorisation qu'on va prendre en compte par rapport à la croissance de la société. Donc, si vous êtes débutant, vous ne savez rien par rapport à la bourse, c'est pour vous, et si vous êtes expérimenté aussi. Donc, on va commencer avec les bases et on va avancer ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais voir qui est arrivé. Anthony, Cédric, Fred, Antonio, Audrey, bonsoir tout le monde. Kader, Sophie. Allez, on va attaquer les sujets. Bon, ce que vous allez apprendre pendant ces lives. Déjà, on va trouver les sociétés les plus solides du marché si on sait faire l'analyse fondamentale d'action. Parce que si on connaît la base financière des sociétés, on n'a pas besoin d'être mathématicien, de faire des calculs tout le temps. Juste, il faut comprendre la théorie derrière les ratios fondamentaux que je vais vous expliquer. Vous allez trouver des sociétés plus solides. Okay? Vous allez comprendre les ratios de l'analyse financière. Donc, je vais vous montrer des ratios de valorisation, ratios de solvabilité, des dettes et ratios de valorisation. Et je vais donner des exemples très touchables, des choses qu'on peut vraiment utiliser dans la vie et pratique. Mes exemples, toujours avec des boulangeries, sont les meilleurs exemples du monde. Comme ça, c'est facile à comprendre. On va savoir interpréter les fondamentaux de nos sociétés. Donc, quand on parle des fondamentaux, c'est ce qui se passe derrière une société. Donc, quelles sont les données de la société? On va connaître la base de l'investissement de long terme avec les ratios fondamentaux. Donc, déjà, peu importe les types d'investissement qu'on va faire, si on va acheter un bien immobilier, si on va investir dans la bourse, déjà, on doit savoir si l'investissement est profitable. Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent avec ça? Et est-ce que cet actif, il va valoriser au fur et à mesure qu'on va passer, au fur et à mesure qu'on va garder cet actif dans les portefeuilles, okay, jusqu'à la fin de notre horizon d'investissement.
On doit aussi savoir quelle est la santé financière de notre investissement. Si on investit sur une action, si on investit sur un bien immobilier, si on va être entrepreneur, est-ce qu'en fait cette société qu'on achète, on va commence déjà avec des dettes ou pas? Donc la santé financière, peu importe les types d'investissement, c'est nécessaire de savoir, même que ce soit votre propre santé financière, ok, avant d'acheter des actions par exemple. C'est important aussi de connaître l'activité, les produits, si les services sont de qualité. Et aussi, on va voir les risques, quels sont les risques des pertes et quelle rentabilité on peut obtenir avec certains investissements. Donc ça, en grosso modo, c'est la base d'un investissement, pas seulement un investissement boursier, mais un investissement sur plusieurs types d'actifs et classes d'actifs. Okay? Donc, pour commencer notre petit exemple avec la boulangerie, et plus tard, on va revenir sur cet exemple-là, hein, sur ces questions qui sont posées ici, on va revenir. Donc, imaginez une boulangerie à vente. Donc, les propriétaires vont vendre la boulangerie à 1 million d'euros. Donc, c'est les prix. Okay? Ils souhaitent vendre la boulangerie à 1 million d'euros. Vous devez, à minima, vous poser les questions suivantes. Okay? Si vous voulez acheter cette boulangerie, en imaginant que vous êtes l'acheteur maintenant, quel type de questions vous devez poser? Combien de résultats nets elle génère par an? C'est une bonne question. Quelles sont les marges de profitabilité? Est-ce que, par exemple, elle fait 1 million de chiffre d'affaires, mais à la fin, il reste dans la poche 1000 euros? Ça ne sert à rien, ce n'est pas un bon investissement. Donc, quelles sont les marges? La localisation, quel est le public de cette boulangerie? Quels sont les coûts fixes et variables pour faire fonctionner ces business? Est-ce que les coûts fixes sont élevés? Est-ce que les coûts variables sont élevés? Les coûts fixes, on peut considérer comme les loyers, par exemple. On peut considérer comme les coûts de l'électricité qui ne va pas varier énormément selon la demande. Ou des coûts variables, par exemple les prix du blé, du beurre, par exemple. Dans combien de temps je récupérerai mon investissement? Donc, si je place 1 million maintenant, dans combien d'années, si j'ai fait un certain résultat net, je vais récupérer mon argent? Donc, ce type de questions qu'on utilise dans la vraie vie, on va se poser également dans la bourse, parce que notre objectif, c'est d'être partenaire de belles sociétés sur le long terme. Et c'est justement ce type de questions que je vais répondre avec vous maintenant, je vais analyser avec vous. On va analyser des ratios fondamentaux qui vont répondre aux questions des marges, des résultats nets, des coûts fixes, etc. OK? Donc d'abord, il faut savoir que dans l'analyse fondamentale d'action, qui c'est un outil d'analyse, on va obtenir les résultats et les ratios à partir de deux documents financiers. Toutes les sociétés cotées en bourse, elles sont obligées de publier des résultats financiers, au moins 2 fois par an, minimum. Okay? Donc on a les bilans comptables, où on verra en détail ce qu'il y a dans les bilans comptables tout à l'heure, et on a besoin du compte des résultats. On a un troisième document, c'est les flux de trésorerie. Il est très utile, okay? Mais aujourd'hui, vous verrez que les principaux ratios qu'on va analyser, on n'a pas besoin de flux de trésorerie pour l'instant. Et dans cette analyse du bilan, on va avoir des ratios, une analyse quantitative et une analyse qualitative. Donc, à droite, c'est écrit quantitative, mais c'est qualitative, ok? C'est la qualitative, c'est la qualité. Qualité de management, un positionnement compétitif, la réputation, le pouvoir de négociation. Et dans l'analyse quantitative qu'on verra aujourd'hui, on va analyser les ratios de rentabilité, les ratios d'endettement, les ratios de trésorerie, les ratios de valorisation. Donc demain, dans notre live, on verra plutôt l'analyse qualitative du management, position compétitive, etc. Aujourd'hui, on va dédier sur la partie à gauche l'analyse quantitative qui va donner déjà une bonne vue par rapport à la situation de la société. Je dirais que c'est une des parties les plus importantes. Évidemment qu'on ne peut pas oublier les managements à côté aussi. Donc, vous ne devez pas être mathématicien, être bon en mathématiques, être ingénieur, analyste financier. Toutes les choses que je vais calculer à partir de maintenant sont déjà calculées pour vous, tout prêtes gratuitement sur des sites comme Morningstar et Investing. Et à la fin de ces lives, je vais entrer sur Morningstar, je vais entrer sur Investing et je vais vous montrer où trouver ces données-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment sont calculés les ratios, quelle est la théorie derrière les ratios, où on peut trouver les ratios dans les sites de la société qu'on va analyser et où on peut trouver ces ratios dans des sites de finances qui c'est déjà tout résumé pour nous. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Je vais vous donner étape par étape pendant ces lives. Bon, les règles basiques de l'analyse fondamentale. Il ne faut jamais analyser un seul ratio pour juger une société. Donc, on ne va pas analyser simplement, oui, la rentabilité elle est bonne, j'achète. Non.
Il faut voir si la dette est élevée. Il faut savoir si le management il est bon, etc. On doit comparer les ratios parmi les sociétés d'un même secteur. Donc, c'est impossible de comparer une société de luxe avec une société bancaire, par exemple. Les marges, il n'y a rien à voir. Les types de travail, des services, il n'y a rien à voir. Donc, on va comparer les ratios fondamentaux des sociétés d'un même secteur. OK? Il y a des gens qui vont poser la question suivante. OK, Michael, mais si dans les luxes, les marges sont plus élevées, etc., pourquoi je n'achète pas que des sociétés de luxe? Parce que vous êtes exposé à un seul secteur. Parce que pendant des autres périodes, les autres secteurs vont performer super bien. Ce n'est pas intrinsèque à seulement un type de secteur des marges élevées de se bénéficier de la hausse de la bourse. Donc, c'est la diversification, un sujet qu'on a déjà vu précédemment, dans les lives précédents, en fait. Ça fait quelques jours. Troisième règle, les critères qualitatifs doivent être analysés aussi. Donc, comme je viens de dire dans les slides précédents, les managements, les market share, donc la taille que la société possède dans les marchés, si la marque est forte et connue, les potentiels de croissance, tout ça, ça pèse beaucoup dans l'analyse qu'on va faire. Ça marche? Bon, on va commencer maintenant. Donc, je vais résumer ce qu'il y a dans les bilans comptables et ce qu'il y a dans les comptes des résultats. Sans oublier qu'à la fin de cette présentation, je vais aller dans un vrai bilan avec vous de Louis Vuitton, que c'est mon exemple que j'ai choisi aujourd'hui. Okay? Une société grande, très connue et donc facile de comprendre le business pour tout le monde. Dans les bilans comptables de nos sociétés, dans ces documents financiers, on va trouver les actifs. Et les actifs, c'est simplement tout ce que la société possède. Si on fait un parallèle avec un foyer, c'est si vous avez une maison, une voiture, tout ce que vous possédez, les choses qui sont dans la maison. Les passifs, c'est ce que vous devez. Okay? C'est ce que l'entreprise elle doit. Ce sont les dettes. Donc les passifs, c'est par exemple les crédits que vous avez, ce sont les coûts fixes que vous avez, vous devez payer chaque mois. Okay? Et on va dire que les capitaux propres, c'est tout ce que vous possédez une fois que vous allez payer la dette. Donc, si on fait actif moins passif, on va arriver à la valeur des capitaux propres. Et si on fait l'inverse mathématiquement, donc on passe la dette qui est à gauche du symbole d'égal mathématiquement à droite, il devient positif. Donc actif, c'est la même chose que passif plus capitaux propres. Mais je préfère toujours la première vision de la formule. Si on fait tout ce qu'on possède moins tout ce qu'on possède comme dette, donc actif moins passif, on obtient les capitaux propres. Okay? C'est tout ce que la société possède. C'est les ressources financières. Okay? Donc, dans les bilans comptables, on va voir plutôt la liste des choses qu'on possède, la liste des choses qu'on a comme dette, et donc on peut découvrir combien la société possède des capitaux propres. C'est tout ce qui reste après avoir payé les passifs. Bon, et c'est ce qu'on va trouver dans les comptes des résultats. Dans les comptes des résultats, on va commencer dans la première ligne avec les chiffres d'affaires, donc les totals des ventes, et on va commencer à déduire tous les coûts pour faire la société fonctionner jusqu'à arriver au résultat net du groupe. Okay? Donc, on a les ventes. Après, on va déduire les coûts des ventes, les charges commerciales, les charges administratives, les coûts de la dette. On va payer les impôts jusqu'à arriver à la dernière ligne, qui c'est vraiment l'argent qu'on va empocher. Donc, un compte des résultats vous montrera les résultats de nos sociétés sur une période donnée. Donc, normalement, on va analyser dans une période clôturée, okay? 6 mois ou une année. Un document de compte des résultats donc, va vous montrer les revenus, les ventes, les coûts de marchandises, les bénéfices bruts, les dépenses, les bénéfices avant impôt, les taxes, les bénéfices nets. Et l'analyse fondamentale, qui c'est le sujet d'aujourd'hui, nous permet en fait, va nous permettre de regarder chaque ratio qui va résumer tous ces bancs de chiffres qu'on trouve ici. Donc avec l'analyse fondamentale, ça va devenir beaucoup plus facile de juger, d'analyser une société. Okay? Donc, comment trouver un document financier d'une société? Par exemple, je vais trouver les bilans et les comptes des résultats de Louis Vuitton. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit sur Google Louis Vuitton et vous écrivez à côté investisseur ou Louis Vuitton résultat ou Louis Vuitton actionnaire ou Louis Vuitton publication. Normalement, si vous écrivez à côté publication, vous allez tomber directement sur les premiers liens sur la page des publications financières des sociétés. Toutes les sociétés cotées en bourse sont obligées de publier des résultats financiers. Et donc, c'est public et gratuit. Tout le monde peut trouver. Et normalement, c'est très facile de trouver. Okay? Bon, si on va sur les sites donc, de Louis Vuitton et on cherche l'onglet actionnaire, on verra des publications. Je vais faire ça tout à l'heure avec vous. Okay? Je vais aller sur l'Internet, chercher avec vous pour vous montrer. Mais d'abord, on va attaquer la partie théorique. Donc, dans les bilans comptables et dans les comptes des résultats, qui sont les deux documents que je vous ai expliqués,
On va calculer les ratios de valorisation, les ratios de profitabilité et les ratios de solvabilité. Maintenant, on va attaquer les sujets. Vraiment, maintenant, on va passer à la pratique. On va calculer des ratios de profitabilité, solvabilité et valorisation. Donc, on va juger si une société elle est rentable, elle n'est pas rentable, quels sont les niveaux des marges, quels sont les niveaux des dettes. Et donc, vous n'avez pas besoin de savoir calculer. Je vais calculer devant vous ici, je vais vous montrer les chiffres et tout, mais vous devez plutôt comprendre la théorie arrière. Vous devez savoir interpréter les ratios. Ça, c'est le plus important parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez regarder les sites des finances, vous allez simplement regarder les résultats, combien ça donne des ratios. Et donc, à partir de la valeur du ratio, vous allez interpréter cette information. Donc, le plus important qui les calcule, c'est savoir interpréter les données. Ça marche? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais savoir si vous êtes chaud. Maintenant, on va attaquer vraiment les sujets à fond là. Bonsoir tout le monde qui est arrivé après, Jérôme, Jacques. Bonsoir tout le monde. Allez, je vais savoir, tout le monde est prêt? Un peu d'eau, ça fait bien pour la gorge. Et on attaque. Bon, déjà, vous pouvez télécharger les books d'analyse fondamentale si vous faites partie du groupe Telegram et du groupe WhatsApp. Les liens dans la description de la vidéo. Ces ratios que je vais montrer aujourd'hui, ce sont les ratios les plus importants, mais il y a beaucoup d'autres ratios que vous pouvez trouver dans mon e-book d'analyse fondamentale. Vous avez les liens dans la description. Bon, on commence avec les ratios de profitabilité. La profitabilité est la capacité d'une société de générer des résultats par son activité. Donc, on va analyser 3 ratios aujourd'hui. La marge d'exploitation, la marge nette et les retours sur les capitaux propres. Okay? Donc ici, on a les comptes des résultats de Louis Vuitton que je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez trouver, etc. Et dans ces comptes des résultats, comme j'avais dit, on commence toujours avec la vente totale, les chiffres d'affaires. Ensuite, on va déduire les coûts des ventes. Évidemment que pour vendre un produit, il a les coûts, les transports, les matières premières, etc. Il a les charges commerciales, comme par exemple le marketing, etc. Les charges administratives, il faut que quelqu'un fasse la partie bureaucratique de la société. Okay? Donc, on va arriver, après quelques déductions, au résultat opérationnel courant. On va encore ajouter ou déduire des autres charges opérationnelles. Okay? Tout ça, c'est décrit en détail dans les documents financiers. Donc ici, c'est les résumés. Et on arrive au résultat opérationnel qui c'est en bleu ici. Donc, pour savoir la marge d'exploitation, on va diviser les résultats opérationnels par les ventes. Et qu'est-ce qu'on doit interpréter de ça? C'est combien la société arrive à générer des richesses à partir de son propre business, à partir de la vente de ses produits. Okay? Parce qu'encore, on n'a pas déduit les dettes financières, les intérêts et les impôts. On n'a pas payé les intérêts, les impôts, les amortissements, etc. Donc, la marge d'exploitation, elle va dire, OK, combien je vais générer des richesses, OK, à partir des ventes des produits que j'ai produits. Par exemple, la société Louis Vuitton, elle fait, on sait, des boissons, elle fait des produits, des sacs, etc. Combien on génère des richesses à partir de ça, de notre business cœur. Okay? Donc, la marge d'exploitation, c'est les résultats opérationnels qu'on a ici. Ici, c'est écrit 1 million, okay? Donc ça va donner 17 155, mais c'est 17 000 millions. Okay, c'est qui va donner des milliards, mais on va toujours considérer déjà ici 1 million pour diminuer un peu la quantité de chiffres pour faire les calculs. Donc, si on divise 17 155 par 64 215, on va arriver à 26,7% des marges d'exploitation. Ça veut dire que l'exploitation du business de Louis Vuitton, ça donne 26,7%. C'est que c'est une belle marge. Les sociétés de luxe, normalement, vont avoir des marges plus élevées que les autres types d'activités. Bon, mais ce n'est pas cet argent-là qui va rester dans la poche de la société. On doit encore payer les coûts de la dette financière, on doit payer les intérêts, on doit payer des autres charges financières, on doit payer les impôts à l'État. Une fois qu'on déduit les impôts, les intérêts et les dettes financières, on va arriver au résultat net du groupe. Donc, c'est que c'est un vert ici. Donc, la marge nette, c'est les résultats nets, c'est vraiment l'argent à la dernière ligne, c'est qui va rester dans les comptes bancaires, tout net, déjà d'impôts, d'intérêts et tout, divisé par les ventes, qui c'est les chiffres d'affaires. Donc, vous voyez que les couleurs correspondent ici. On a un rouge, les chiffres d'affaires. Un bleu, on a les marges d'exploitation, les résultats opérationnels d'exploitation, et on a un vert, les résultats nets. Donc la marge nette, on va diviser les 12 036
du résultat net, divisé par les chiffres d'affaires, les ventes des 64 215, et on trouve que Louis Vuitton est à 18,7% des marges nettes. Donc on va comprendre comment interpréter ces résultats. C'est quoi 17,8%? Tous les 100 euros qui tombent dans la trésorerie de Louis Vuitton, donc ils ont vendu un sac à 100 euros. Un exemple, un sac Louis Vuitton coûte beaucoup plus cher, mais un sac à 100 euros. Ça veut dire que 18 euros et 70 centimes, qui c'est la marge nette, c'est de l'argent qui va rester vraiment à la dernière ligne des résultats. Après avoir payé les charges commerciales, les charges administratives, les coûts des dettes financières, les dettes locatives, les impôts, les intérêts, tout. Donc tous les 100 euros qui sont vendus, 18 euros et 70 centimes vont rester dans la poche de Louis Vuitton. Évidemment donc, que plus élevée la marge nette, c'est plus intéressant pour l'investisseur et pour la société. On veut trouver des business et des sociétés qui font des marges nettes chaque fois plus élevées. Et même, une chose super intéressante, même des sociétés qui ont des marges de 6, 7, 8%, c'est que c'est déjà pas mal pour des autres domaines d'activité. Si la société elle montre une augmentation des marges, c'est super intéressant du point de vue de l'investisseur. Pourquoi? Parce qu'une société qui améliore les marges, ça veut dire qu'elle est en train d'avoir moins de dettes, ça veut dire que les loyers a diminué, ou ça veut dire simplement qu'elle a coupé des coûts fixes et des coûts variables. Donc ça veut dire que pour les restes de la vie, entre guillemets, au futur, la société va gagner encore plus d'argent, même si elle fait les mêmes chiffres d'affaires. Donc, imaginons que pour 2022 ou 2023, Louis Vuitton fasse les mêmes chiffres d'affaires, 64 215 millions, ce qui donne 1 milliard. En imaginant qu'elle fasse les mêmes chiffres pour la vente. Si elle augmente la marge nette de 18 à 22%, donc, on va voir déjà beaucoup plus d'argent qui va rester dans la dernière ligne et beaucoup plus d'argent qui reste pour la société. Parce que le simple fait de garder les numéros, les chiffres des ventes et augmenter les marges, ça montre une amélioration de la société de façon interne. Ça veut dire qu'internement, la société fonctionne beaucoup mieux. Est-ce que vous avez compris si le concept de marge d'exploitation est marge nette pour l'instant? Est-ce que ça va? Vous êtes trop en silence là. Vous êtes 140 et tout le monde est en silence. Je vais savoir si vous avez bien compris comment fonctionne la marge d'exploitation et la marge nette. Bonsoir Pablo. Jean, bonsoir aussi. Popcorn, pouce bleu, cool. Bernard, ok aussi. Donc là, je pense que tout le monde est d'accord comment ça fonctionne la marge nette et marge d'exploitation. Ok? Donc, c'est qu'on peut apprendre quels sont les niveaux, quelles sont les valeurs intéressantes. Normalement, on souhaite investir sur des sociétés qui ont des marges nettes plus élevées que 4%. Donc, on va dire que c'est un critère en fait des bases. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a certaines sociétés qui font des marges de 1-2% et qui d'un seul coup, dans un semestre, elles peuvent augmenter à 4 ou 6% et elles peuvent devenir des sociétés intéressantes. Évidemment, il ne faut pas regarder un seul ratio, il faut regarder plusieurs ratios pour analyser une société. Mais si la société elle montre une amélioration des marges, même si la marge est un peu moins élevée que 4 ou 5%, ça peut être intéressant si les autres ratios ils sont bons, par exemple. Mais on souhaite, par définition, on souhaite une société avec des marges nettes plus élevées que 4 ou 5% et marge d'exploitation plus élevée que 7 ou 8%. Évidemment que chaque secteur aussi va avoir à nouveau des marges. Comme j'avais dit, dans les règles des bases de l'analyse fondamentale, on va comparer des sociétés dans le même secteur. Okay? Bon, pour trouver la profitabilité du retour sur capitaux propres, combien la société arrive à générer des richesses à partir de ses propres moyens, on a besoin d'utiliser les bilans et les comptes des résultats. Pourquoi? Parce que les résultats nets, on trouve dans les comptes des résultats qu'on vient de voir. Et les capitaux propres, on va trouver dans les bilans financiers. Et c'est quoi les capitaux propres? Actifs moins passifs, ça donne capitaux propres. Donc, si on va diviser les résultats nets par les capitaux propres, on va trouver les return on equity. C'est pour ça que c'est écrit ROE. Okay? Ça donne 24,6% pour Louis Vuitton. C'est une excellente valeur. Au-delà des 7 ou 8%, on dit que la société a un bon retour sur capitaux propres. Maintenant, on va interpréter ces chiffres-là. Imaginez que vous avez
une boulangerie avec plein d'actifs. Et vous avez des passifs aussi, évidemment, des choses qu'il faut payer, les crédits, etc. Si on fait les calculs d'actifs moins les passifs, tout ce qui reste, on appelle des capitaux propres. Donc, on va comparer les résultats nets, on va diviser les résultats nets par rapport aux capitaux propres. Ce qu'on peut interpréter de ça, c'est la chose suivante. Combien des résultats nets, combien de richesses j'arrive à générer avec tout ce que je possède vraiment, sans considérer les dettes dans la société. Donc, si j'ai 20, si je prends mes actifs et j'utilise pour payer mes passifs, tout ce qui reste sont les capitaux propres. Combien de résultats nets j'arrive à générer avec tout ce que je possède vraiment? Et donc, ça donne un certain pourcentage. Dans ce cas, 24%. Ça veut dire que Louis Vuitton, elle est capable de générer une croissance interne de 24% par an. Ça, c'est une des interprétations qu'on peut avoir des retours sur capitaux propres. C'est une rentabilité assez élevée. Comme j'avais dit, l'exemple, c'est Louis Vuitton. Et donc, dans les secteurs de luxe, on a des marges assez élevées. Bon. Maintenant, on a vu les retours sur les capitaux propres. Et avant que j'ai commencé à analyser des autres ratios, je pense que c'est intéressant de juste analyser une chose pour ne pas tomber dans un piège ici. On ne va jamais regarder tout seul un ratio, comme j'ai expliqué précédemment. On doit toujours regarder l'ensemble des ratios. Les ROI, avec une valeur élevée, les retours sur capitaux propres élevés, il est intéressant si la société n'est pas endettée. Parce que si la société est endettée, cette valeur de profitabilité va augmenter. Je vous explique. Imagine une société, par exemple, qui a beaucoup de passifs. Donc, si on fait activement passif, ça va donner un résultat petit des capitaux propres. Vous voyez que dans la formule, on va diviser les résultats nets par les capitaux propres. Si les capitaux propres ont une valeur très petite, donc ça va donner un retour sur capitaux propres plus élevé. Parce que mathématiquement, la valeur qu'on va diviser, on va diviser par une valeur très petite, ça va donner un résultat plus élevé. Donc, par exemple, on a un actif de 10, on a un passif de 5. Donc, ici, dans la formule, on va diviser par 5. Mais si on a un actif de 10 et un passif de 9, actif moins passif, ça va donner 1. Donc, ça va donner une valeur de capitaux propres plus petite. Et quand on va diviser les résultats nets par cette valeur, ça va donner un résultat plus élevé. Tout ce que vous devez retenir, c'est, si je regarde les retours sur capitaux propres, ce que je vous recommande, c'est un des principaux ratios utilisés par Warren Buffett. Si vous utilisez ces ratios-là, vous devez toujours analyser un ratio des dettes. Et c'est pour ça qu'ensuite, on va analyser un ratio des dettes. Ici, on arrive sur un sujet complexe, et même pour la majorité d'analystes, parce que sur les marchés américains, les analystes considèrent la dette comme une certaine valeur. Les analystes en Europe peuvent considérer les dettes avec une autre valeur. Par exemple, ici, dans ces calculs, on va calculer les dettes de long terme par rapport aux capitaux propres. Tout ce que la société possède des dettes par rapport à tout ce qu'elle possède vraiment, qui reste dans son business. Donc, si on divise les dettes par rapport aux capitaux propres, on va savoir plus ou moins si les dettes sont élevées ou pas par rapport à tout ce que la société elle possède. Donc, vous voyez ici qu'en rouge, j'ai souligné là, il y a dans les carrés rouges, dans les rectangles rouges, on a dette financière à plus d'un an et dette locative de plus d'un an. Donc, je vais considérer les dettes de long terme. Dans la finance, tout ce qui dépasse un an, en termes de dettes actifs, on considère comme de long terme. C'est pour ça que ces ratios, c'est des dettes de long terme par rapport aux capitaux propres. Si on va sommer donc 12 165 plus 11 887 et on divise par rapport aux capitaux propres, que c'est tout ce que la société possède après avoir payé les dettes, on trouve que les dettes, elles pèsent 49% par rapport aux capitaux propres. Donc, ça veut dire que la société, elle est largement, elle possède une santé financière bonne. Pourquoi? Parce que si cette valeur elle est inférieure à 1 ou un pourcentage 5%, ça veut dire que la société possède moins de dettes par rapport à tout ce que la société possède. Par exemple, 49%. Ça veut dire donc que les capitaux propres vaut presque les doubles des dettes de la société. Parce que 49%, c'est un peu moins que la moitié des 5%. Donc, si cette valeur commence à dépasser les 90%, commence à dépasser les 1, qui c'est 5%, ça veut dire que les dettes de long terme sont très élevées par rapport à tout ce que la société possède. Et gardez ça dans la tête, comme dit Peter Lynch, une société endettée
Une société sans dette fait pas faillite, mais une société endettée, elle fait faillite. Donc, même si un business, une société va pas bien, mais elle n'est pas très endettée, elle a de la marge, elle a quelques trimestres, semestres pour récupérer. Mais si une société elle est très endettée et les business, la vente, tout ça va pas bien, la société, elle peut faire faillite rapidement. Donc, on veut éviter on veut éviter les sociétés super endettées. Et ça, c'est un des ratios qu'on peut utiliser. Il y a des autres ratios de dette aussi. On peut faire dette par rapport les résultats opérationnels. On peut faire dette totale par rapport aux actifs, etc. Tout ça, vous allez trouver dans mon e-book d'analyse fondamentale que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez trouver. Je vais partager cet e-book dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram, juste après les lives. Donc, si vous êtes dedans, vous allez recevoir l'e-book pour savoir comment calculer, comment interpréter simplement les autres ratios de dette. Bon, maintenant on va passer au ratio de valorisation. Est-ce que jusqu'ici ça va? Ah, Mamadou, excellente question. Il a posé, en fait, est-ce que c'est utile de checker la marge d'exploitation si on peut se fier directement sur la marge nette? C'est une très bonne question parce qu'on peut simplement regarder ça et dire, OK, si la marge nette est bonne, la marge d'exploitation donc va être bonne aussi. Sauf que vous voyez que la marge d'exploitation c'est de 26, la marge nette est 18. Ça c'est cohérent. Mais parfois, on va trouver par exemple des marges d'exploitation de 24-26% et la marge nette est de 3. Donc, pourquoi un écart si élevé entre marge d'exploitation et marge nette? Ça veut dire que tout ce qui existe entre les deux est très élevé et on ne veut pas que ça soit élevé. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Les coûts de la dette financière nette. Vous voyez juste ci-dessous les rectangles bleus. Donc, tout ce qu'il y a entre les rectangles bleus et verts sont les choses qui vont être déduites entre la marge d'exploitation et la marge nette. Donc, si la différence entre marge d'exploitation et marge nette est très élevée, ça veut dire que la société peut avoir des dettes financières super élevées, elle peut avoir des intérêts locatifs et commerciaux très élevés, elle peut avoir une imposition élevée ou même d'imposition cumulée des autres années parce qu'elle n'avait pas bien payé les impôts. Donc tout ça, analyser les deux, ça permet de voir la santé aussi financière et voir si c'est cohérent les deux valeurs. Donc il ne faut pas que les deux aient un écart énorme. Par exemple, vous n'allez jamais trouver une société avec une bonne santé financière, une bonne société où la marge d'exploitation est 4 fois ou 3 fois plus élevée que la marge nette. Si la marge nette est 10, normalement la marge d'exploitation va être 16, 18, 20. Si la marge nette est 5, la marge d'exploitation va être 9, 10. Mais quand la valeur commence à être les doubles ou plus, il faut faire déjà attention. Ça veut dire que normalement, il y a quelques problèmes. C'est pour ça qu'on analyse les deux. Très bonne question. Louis Vuitton est un no-brainer, selon te dire. Oui, en fait, c'est pas que Louis Vuitton, si vous allez regarder Microsoft, Google, Facebook, vous allez regarder les sociétés de luxe et les bonnes sociétés de technologie, elles ont des bons ratios financiers. Sauf que, comme j'avais dit précédemment, on va analyser les ratios de profitabilité, solvabilité et valorisation. Et donc, les sociétés normalement qui possèdent des bons ratios de profitabilité et bons ratios de solvabilité, de santé financière, ne possèdent pas un bon ratio de valorisation. Et donc, c'est ça qui c'est la faute, les problèmes, les petits problèmes des sociétés qui possèdent des bons ratios, parce qu'elles vont coûter cher. Et on va arriver sur ces sujets maintenant. Bon, ratio de valorisation. Maintenant, j'ai besoin de votre concentration pleine. Parce que cet exemple-là, peut-être vous connaissez déjà les PR, mais ensuite, on va aller un peu plus loin. Donc, j'ai besoin de votre attention. Maintenant, on veut savoir combien ça coûte la société en termes financiers. On ne peut pas simplement, quand on va acheter une action, on ne peut pas simplement comparer une société qui vaut 10 euros avec une société qui vaut 50 euros. Je vais changer l'écran, comme ça, vous allez faire attention à ce que je vais dire maintenant. Une société l'action coûte 50 euros, l'autre coûte 10 euros. On ne peut pas comparer et dire que celle qui coûte 50 euros coûte plus cher que celle de 10 euros. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce qu'on doit savoir combien la société elle pèse, pas seulement une part, une action. Peut-être la société qui coûte 10 euros, elle a, je ne sais pas, 10 millions d'actions. Donc 10 millions fois 10 euros, ça donne 100 millions.
Et la société qui coûte 50 euros, elle a 1 million d'actions dans la bourse. Donc 50 euros fois 1 million, ça donne 50 millions. Donc l'action qui coûte 10 euros, la société pèse beaucoup plus que la société qui a une action à 50 euros. Vous voyez la nuance? Donc comment on va juger des sociétés de tailles différentes? On doit donc comparer ce qui est comparable. On va comparer combien la société génère des richesses à partir de la valeur qu'elle possède dans la bourse. Donc, c'est comme ça, on va pouvoir comparer Louis Vuitton avec une société de luxe qui est plus petite. Parce que si on va comparer simplement les chiffres de Louis Vuitton, 5 milliards des résultats nets, 10 milliards, on ne peut jamais comparer avec une société qui est petite. Donc, on doit réfléchir dans les sens. Combien cette société elle génère des richesses à partir de la valeur qu'elle possède dans la bourse, à partir de combien elle vaut dans la bourse. Comme ça, on va pouvoir comparer les sociétés. Ça marche? Donc, on revient sur la présentation. Donc, ici, on a les PR, qui c'est un ratio de valorisation. Donc, dans cet exemple, une société a 1 million d'actions disponibles dans les marchés et le prix de l'action est actuellement 40 euros. La société a un résultat net annuel de 4 millions d'euros. J'arrête ici déjà et je vous pose une question. Quelle est la taille de cette société dans la bourse? Combien cette société vaut dans la bourse? Combien de millions, combien de milliards elle vaut dans la bourse? Avec les informations qui sont en bleu. Combien cette société vaut dans la bourse? C'est à vous la question. J'attends votre réponse. Une société a 1 million d'actions disponibles dans les marchés qu'on peut acheter. Le prix de l'action, c'est 40 euros. Popcorn, il a dit 40 millions. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais savoir. Morgan, 40 millions, 40 millions, 40 millions. OK, parfait. Donc, comment on sait? On fait, si on a 1 million d'actions disponibles et chaque action coûte 40 euros, donc la société vaut 40 millions. Parfait. Et cette société, elle a fait l'année passée 4 millions d'euros de résultats nets, la dernière ligne, ok? 4 millions. Donc, pour calculer ces ratios PR, qui je vais vous dire c'est quoi en fait l'interprétation de ça, on a besoin de calculer les bénéfices nets par action. Comment on calcule les bénéfices nets par action? On va diviser les résultats nets par rapport à la quantité d'actions disponibles dans les marchés. Donc, si on fait que les résultats nets, c'est des 4 millions, okay? On va diviser par 1 million d'actions disponibles dans les marchés. On va obtenir 4 euros par action. Il faut se souvenir, en fait, un rappel que tous ces ratios ici sont déjà résumés sur des sites de finances. Vous n'avez pas besoin d'aller sur les comptes des résultats et bilans pour piocher ces données-là. C'est juste pour vous montrer comment elle est calculée. Mais vous devez garder dans la tête l'interprétation. Donc, les bénéfices, c'est quoi? 4 euros. Ça veut dire quoi? Que dans une action qui coûte 40 euros, que j'avais dit, il y a 4 euros des bénéfices cachés dans cette société, dans chaque action. Donc ça, c'est les bénéfices nets par action. C'est les résultats nets divisés par la quantité d'actions disponibles. Bon, une fois qu'on a ces bénéfices nets par action, on va calculer les PR, qui c'est les prix de l'action, donc les prix actuels de l'action, on avait dit 40 euros, divisé par les bénéfices nets par action qu'on vient de calculer, que ça donnait 4. Donc ça donne un PR de 10. OK, on a trouvé la valeur 10. Une autre façon de trouver cette valeur 10, c'est une façon encore plus facile. C'est pour ça que je vous ai demandé combien la société vaut dans la bourse. On pourrait faire simplement la capitalisation de la société, combien elle vaut dans la bourse. Donc, vous m'avez dit 40 millions, n'est-ce pas? 40 millions divisé par les résultats nets. Donc, 40 millions divisé par le résultat net des 4 millions. 40 divisé par 4, ça donne 10 aussi. C'est une autre façon de calculer les PR. Ok, Michael, j'ai bien compris que ça donne 10, mais ça veut dire quoi les 10? J'ai rien compris. Ça veut dire quoi les 10? Bon, la principale interprétation pour les 10, c'est les temps théoriques nécessaires pour se faire rembourser un investissement. Par exemple, cette société, elle vaut 40 millions dans la bourse. Les résultats nets, c'est de 4 millions d'euros par an. Ça veut dire qu'elle va dépenser 10 ans pour donner un résultat cumulé de 40 millions, qui c'est exactement la valeur qu'elle vaut dans la bourse. Donc, pour un investisseur qui va acheter cette société, en imaginant un milliardaire, il va acheter cette société, il va payer
40 millions d'euros dans la bourse. S'il va gagner 4 millions d'euros par an, il va dépenser théoriquement 10 ans pour être remboursé de son investissement. Est-ce que vous avez bien compris ce concept-là de PR? Si vous n'avez pas compris, j'explique à nouveau. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon pour vous? OK? Donc, je reviens à nouveau. On sait que la société coûte 40 millions. Pourquoi? On a 1 million d'actions disponibles à 40 euros, donc la société coûte 40 millions dans la bourse. Si elle génère 4 millions par an, on sait que quelqu'un qui va acheter cette société complètement, il va dépenser 10 ans pour être remboursé de cet investissement. En deuxième interprétation, c'est les prix acceptés par les marchés pour chaque euro des bénéfices générés. Donc, chaque 1 euro des bénéfices générés, les marchés ils acceptent payer 10 fois plus. Ça veut dire que les marchés ils acceptent passer 10 ans pour être remboursés. OK? Dans la moyenne du marché, les sociétés vont être cotées normalement dans la moyenne entre 15 et 25. Normalement. Les sociétés de technologie qui ont une croissance plus élevée ont un PR plus élevé et il y a des sociétés bancaires, financières, immobilières qui ont les PR moins élevés. Normalement, on va être remboursé son investissement sur les sociétés financières et immobilières plus rapidement, entre guillemets. On va rentrer dans les détails. Il y a encore des détails à voir par rapport à ces sujets. Parfait, on avance. Donc maintenant, c'est moi qui je vais vous poser des questions. OK? Exemple, faites attention. Les propriétaires d'une boulangerie qui génèrent depuis 8 ans 500 000 euros par an des résultats nets. OK? Donc on a un propriétaire d'une boulangerie qui génère depuis 8 ans 500 000 euros par an des résultats nets. Quels sont les prix justes et pas justes d'achat à votre avis? En imaginant que vous allez acheter. Imaginez que vous êtes analyste financier. Vous allez analyser la proposition d'un acheteur. L'acheteur numéro 1, il dit, je vais payer à ces boulangers, je vais payer au propriétaire de la boulangerie 1 million d'euros pour acheter cette boulangerie. Vous trouvez que ça c'est un prix juste ou pas juste? La société, elle génère 500 000 euros par an des résultats nets. Quelqu'un veut payer 1 million. Ça veut dire que quelqu'un qui va acheter pour 1 million, dans 2 ans d'investissement, il va être remboursé. Est-ce que pour vous, c'est un prix juste ou c'est pas cher, c'est cher? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour les cas numéro 1, une société qui génère 500 000 euros par an, imaginez-vous, vous voulez acheter une boulangerie, elle génère 500 000 euros par an. Et les propriétaires, ils veulent 1 million d'euros. Est-ce que vous achetez pour être remboursé dans 2 ans? Et après, elle va continuer à générer 500 000 euros toutes les années. Est-ce que ça vaut la peine à votre avis? Donner. Très bonne réponse. Donner. Les gens, ce n'est pas pour choisir une option ici. On va passer sur chaque option pour analyser les cas. Ça marche? Donc, dans les cas numéro 1, il vaut la peine. Imaginez-vous, vous allez payer 1 million. Après 2 ans, l'investissement elle est déjà remboursé, entre guillemets, puisque la société va générer 500 000 par an. Et après, vous allez gagner 500 000 euros par an. C'est énorme. Donc, il vaut la peine. C'est quoi les PR de l'investisseur numéro 1 s'il achète pour 1 million? Cette société, elle est négociée à quelle valorisation pour l'investisseur numéro 1? C'est un PR de combien? Combien d'années on va dépenser pour être remboursé théoriquement? 2 ans. 2 ans, parce qu'en fait, après 2 ans, on va être remboursé. Donc, les PR pour les cas numéro 1, c'est 2. Très bien, parfait. Dans les cas numéro 2, 2 millions, ça veut dire qu'on va dépenser 4 ans pour être remboursé. Ça fait donc un PR de 4. Pour 5 millions, ça fait un PR de 10. Ça veut dire qu'on va mettre 10 ans pour être remboursé. Donc, je suis sûr d'une chose. Dans les cas numéro 1 et dans les cas numéro 2, c'est donné. C'est presque gratuit la boulangerie. Dans les cas numéro 3 et dans les cas numéro 4, il faut analyser. Parce que dans les cas numéro 3,
on va mettre entre guillemets 10 ans pour être remboursé. Mais après, on va gagner 500 000 euros par an les restes de la vie. Dans le cas numéro 4, ça commence à devenir un peu cher. C'est déjà un PR de 20. On va mettre 20 ans pour être remboursé. Et dans le cas numéro 5, on va dépenser théoriquement 40 ans pour être remboursé. Est-ce que vous avez bien compris les concepts ici avec la boulangerie? Donc, les ratios PR, c'est un ratio utilisé par rapport, c'est un ratio théorique utilisé pour voir s'il vaut la peine d'investir dans les business ou pas. Et dans la bourse, je vous avance déjà la réponse, dans la bourse, c'est normal de trouver des PR des 20, 22, 26, 25, 20, 25, 28, 20. Mais on va analyser pourquoi dans la bourse, on accepte de payer un peu plus cher par rapport aux PR. Dans la vraie vie, dans les cas de la boulangerie, peut-être x5, un PR des 6, un PR des 5, 8 peut-être c'est le maximum. Mais pourquoi dans la bourse, on accepte de payer un PR plus élevé? On verra ça. OK? Bon, maintenant, on va passer sur un deuxième cas intéressant à analyser. Les propriétaires de la boulangerie qui génèrent 500 000 euros par année, donc toujours les mêmes gars, OK? Sauf qu'à partir de maintenant, il va avoir une croissance des résultats nets de 50% par an. Quels sont les prix justes à payer à votre avis? Donc, dans l'exemple précédent, faites attention maintenant. Hein, oubliez les chats maintenant et faites attention à ce que j'ai dit maintenant. Après, on revient sur les chats. Dans l'exemple précédent, la boulangerie, elle génère 500 000 euros par an et c'est plutôt toujours les mêmes montants d'argent. C'est à chaque année 500 000 euros. Ça ne change jamais. C'est pour ça qu'on a analysé qu'il payait 1 million à cette boulangerie ou 2 millions, c'est carrément juste. Mais quand ça commence à devenir 5 millions, 10 millions, ça devient un peu cher déjà. Parce que on va dépenser 10 ans ou même 20 ans pour être remboursé. Mais si cette société, si la boulangerie fait de la croissance des 50% par an, évidemment que j'exagère ici sur la croissance juste pour, c'est un cas pédagogique pour être plus facile de comprendre. Dans ces cas, la première année, elle va donner 500 000 euros de résultats nets. À la deuxième année, elle va gagner 50% plus, donc ça donne 750 000. À la troisième année, ok, donc la deuxième année complète, elle va gagner 50% plus que l'année précédente. Vous voyez qu'à la cinquième année, la société génère déjà 3,795 millions à la cinquième année. Tout ça, c'est les résultats nets. Donc, une société qui génère à la première année 500 000 euros, mais qu'elle a une croissance élevée, après 5 ans de business, après 5 ans d'investissement, juste un résultat net, elle a généré 10 millions d'euros. Donc, je vous pose la question suivante maintenant. Est-ce que payer 5 millions dans le cas numéro 3, est-ce que payer 5 millions d'euros à cette société, c'est cher ou pas cher? C'est donné ou pas donné maintenant? Avant, pour les cas des 5 millions d'euros, on avait dit, ouais, il faut 10 ans pour être remboursé. Parce qu'avant, il n'y avait pas de croissance. C'était toujours la même valeur des 500 000 euros. Maintenant qu'il y a de la croissance, payer 5 millions d'euros, il vaut la peine ou pas? Même à 20 millions d'euros, il vaut la peine d'acheter cette société. Parce que si la croissance est tellement élevée, on va être remboursé beaucoup plus rapidement de notre investissement. OK? Donc, c'est donné à nouveau. Mais là, il y a un cas où il y a de la croissance versus un cas où il n'y a pas de la croissance. Et c'est ça qu'on doit analyser en bourse aussi. Donc, les ratios de valorisation, ils vont nous aider à voir si quelque chose est cher ou pas cher. Mais si on compare avec la croissance de la société, on va encore trouver un résultat encore plus précis. Donc, dans ces cas ici, 1 million, c'est carrément donné. 2 millions, c'est carrément donné. 5 millions, c'est carrément donné. 10 millions, on va être remboursé rapidement aussi. OK, et après, on va gagner beaucoup d'argent chaque année. Et même 20 millions, c'est acceptable. Parce que si on paye 20 millions, on sait que la cinquième année, on aura accumulé déjà 10 millions. Et à partir de la sixième année, on va gagner plus de 4 millions par an. Donc, on va rembourser cet investissement ici avec cette croissance, avec plus ou moins, on va dire 8 ans. 8 ans va être remboursé et à partir de 8e année, on va gagner plus de 4 millions par an.
Donc, c'est pour ça que dans les sociétés à croissance élevée, à marge très élevée, les marchés acceptent payer un PR plus élevé aussi. OK? Donc, comment on peut analyser donc les PR avec la croissance? C'est les PEG ratio, c'est les PEG ratio. On va diviser les PR par la croissance que la société a eue ou la croissance attendue. OK? Les attentes pour la société. Si ces ratios donnent inférieur à 1,5, ça veut dire que même un PR élevé est acceptable. OK? Imaginez qu'en fait, on ne sait pas si la société va avoir une croissance de 50% par an, mais on estime ça. Si les vendeurs de la boulangerie nous disent « je vends à 2 millions » et vous pensez « ouais, elle génère déjà 500 000 euros par an. Si je paye 2 millions, je vais dépenser 4 ans pour être remboursé. » Mais si la société elle fait une croissance énorme, je vais être remboursé beaucoup plus rapidement. Donc ici, on va comparer cette valorisation par rapport à la croissance. Pour les premiers exemples qu'on a vus, ça va donner quoi? Imaginez que les PR ici, c'est des 10. Donc, ça veut dire que dans la théorie, on va dépenser 10 ans pour être remboursé. Si la croissance attendue pour cette société, c'est des 10%, donc 10 divisé par 10, parce qu'on va diviser les PR par rapport à la croissance attendue annualisée, 10 divisé par 10, ça va donner 1. Ça veut dire que ça donne un bon PEG ratio, parce qu'inférieur à 1,5, on considère que les PR, il est juste par rapport à la croissance. On verra ça en détail quand on va analyser Louis Vuitton sur l'Internet maintenant. Est-ce que vous avez bien compris les concepts de PR maintenant et les PEG ratio? Je vais donner des exemples de PEG ratio encore. Ça marche? Exactement, Peter Lynch il aimait bien ces ratios-là. Il disait que normalement inférieur à 1 c'est l'idéal, mais c'est très difficile de trouver des sociétés avec un PEG inférieur à 1. Normalement on accepte 1,5, c'est même juste. Okay? Donc c'est quelle est la valorisation de la société par rapport à la croissance. Ok, maintenant je vais aller sur donc Morningstar et Investing pour vous montrer les données qu'on vient d'analyser. Ça marche? Juste une petite seconde, j'ai besoin de changer ici. Voilà. On est sur les sites de Louis Vuitton. Donc, si vous faites sur Google Louis Vuitton publication, vous allez tomber sur cette page ici. Vous avez les comptes consolidés. Donc, ce sont les comptes où vous allez trouver les bilans financiers et les comptes des résultats. Si vous cliquez ici, OK, donc vous allez tomber sur les bilans financiers. Vous avez 86 pages, donc beaucoup de pages, mais vous avez besoin juste de trouver les comptes des résultats. Et c'est justement ici qu'on a trouvé les données que je vous ai expliquées. Donc, j'ai fait un copier-coller de ça pour vous montrer dans la présentation. Donc, on a les ventes, on a les résultats opérationnels, on a les coûts. Donc, vous avez ici les comptes des résultats. Un peu plus en bas, vous allez trouver les bilans consolidés avec les actifs non courants, en fait, parce que les actifs non courants sont les actifs des moins d'un an, comme les stocks, par exemple, okay, ou les créances clients. Vous avez les actifs courants, qui sont en fait les actifs des plus d'un an. Vous avez les passifs non courants, qui sont des plus d'un an, et passifs courants des moins d'un an. Okay? Donc, je pense que j'ai mélangé quand j'ai parlé. Hein. Non courants, c'est des plus d'un an, et courants, c'est des moins d'un an. Okay? Donc, vous avez les capteurs propres déjà calculés. Si on fait les passifs non courants plus les passifs courants, on va découvrir les totals des passifs. Et si on fait les totals d'actifs moins les totals des passifs, on va trouver les capteurs propres que je vous ai expliqués ici. Donc ici, vous avez un document financier énorme qui va expliquer chaque détail, etc. Mais les données viennent toujours à partir de ces deux documents et parfois du document des flux de trésorerie. Ça marche? Et donc, à la place de rentrer ici et regarder 1 million de chiffres, ce que vous pouvez faire, c'est de simplement venir sur Investing. Vous allez trouver les noms de la société, donc Louis Vuitton. Je clique. Vous allez venir sur profil financier, ratio. Ici, vous allez trouver les cours sur bénéfices, donc les PR sur les 12 derniers mois. Pour Louis Vuitton, ça donnait 24. Ça veut dire qu'il est marché à ce moment. Il est en train
de payer 24 fois les bénéfices. Les marchés, entre guillemets, il accepte d'être remboursé dans 24 ans. Mais ici, on doit considérer, comme j'ai expliqué, la croissance de la société. Pourquoi pas? OK? Donc, vous avez des autres ratios financiers ici, mais je vais vous montrer la marge d'exploitation des 5 dernières années, 21, et la marge d'exploitation de 12 derniers mois, c'est des 26. Ça veut dire que sur la dernière année, ils ont amélioré la marge d'exploitation. La marge nette des 5 ans, c'est 15, et la marge nette des 12 derniers mois, c'est 19. Excellent, ça veut dire que la dernière année, ils ont augmenté la marge aussi. Dette, on va trouver les retour sur capitaux propre des 5 dernières années, ça donnait 20%. Sur les 12 derniers mois, 28. Excellent aussi. Regardez ici, croissance des ventes sur les 5 dernières années, 11%. Croissance des bénéfices nets par action sur les 5 dernières années, 24%. Donc, comment on peut estimer les PEG ratios des Louis Vuitton, les PEG ratios? C'est les PR divisé par la croissance. Comme la croissance future, c'est une estimation, on peut utiliser la valeur qu'on veut, mais on va être raisonnable. Et la croissance des chiffres d'affaires, c'est de 11%. La croissance du résultat net est de 24%. Ça veut dire que Louis Vuitton arrive à générer, à augmenter les marges. C'est ça que j'avais dit que c'est excellent à long terme. Donc, on va utiliser par exemple 20%. On estime que la croissance va être de 20%. Si le PR est de 24 et on estime que la croissance c'est de 20%, donc ça va donner un ratio très proche de la valeur 1. C'est que c'est un bon PEG ratio qu'on a vu tout à l'heure. Même si la croissance va être de 12%, on suppose, je ne sais pas, 15% par exemple, on va diviser les PR de 24,91 par 15. OK? Donc, 24,91 par 15, ça va donner 1,6. Donc, ça commence à devenir un peu cher par rapport aux PEG ratios. Donc, évidemment que les PEG ratios dépendent de vos attentes par la croissance. OK? Mais à ces prix, à cette croissance, par exemple, de 11%, entre 11 et 20%, semble que Louis Vuitton a une valorisation juste maintenant. Elle n'est pas sous-cotée ni survalorisée. Elle est plutôt à la valeur juste selon la croissance et son PR ratio. OK? Sur Morningstar, vous pouvez venir sur Louis Vuitton, vous pouvez venir sur ratio clé. Donc, vous allez trouver ici les marges d'exploitation, marge EBT, les retours sur actifs, les retours sur fonds propres. Vous allez trouver tous les ratios financiers. Et ici, c'est cool parce qu'il va afficher sur chaque année, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc, vous avez plutôt un historique et vous pouvez cliquer sur taux de croissance aussi. Donc, sur Morningstar, les taux de croissance... Donc ici, sur les 5 dernières années, les taux de croissance des recettes en 2019, c'était de 11%. Si on fait la moyenne sur 5 ans des bénéfices nets par action, ça reste entre 4% et 13%. Okay? Donc, ça veut dire que pour Louis Vuitton, le PEG ratio plus cohérent va rester entre 1,5 et 2. Parce que les PR, c'est des 24 et la croissance, c'est plutôt des 10, 12. Okay? Donc, ça va donner un PR de 2. Ça veut dire que la société un PEG ratio plus élevé qu'1,5. C'est pour ça que je vous ai dit, quand la société elle est parfaite par rapport aux ratios financiers et la santé financière, la valorisation va être élevée. Et normalement, les sociétés qui ont la valorisation plus élevée, pendant les baisses du marché, elles vont baisser plus que les restes du marché. Okay? Parce que si vous avez payé cher sur quelque chose, vous voulez des résultats rapides. Et si les résultats ne viennent pas rapides, les gens vont vendre cette société pour acheter une autre société. Ça marche? Je reviens sur la présentation. Donc, la conclusion. Ne négligez jamais les critères qualitatifs. Donc, c'est ça qu'on verra demain un peu plus en détail. On verra quels sont les critères de management, quels sont les critères à regarder à part les critères financiers. Vous avez les books d'analyse fondamentale que je vais partager dans les Telegram et dans les WhatsApp. Vous avez les liens dans la description. Ne comparez pas les sociétés des différents secteurs. Donc, on vient de voir que les ratios de Louis Vuitton sont super bons. Si on va comparer avec BNP Paribas, vous allez voir que les ratios de BNP sont de la M. Et donc, ça veut dire que, par exemple, on ne va jamais acheter BNP.
Moi, personnellement, je n'aime pas BNP. J'ai donné un mauvais exemple. Mais par exemple, notre société, très bonne, Air Liquide, vous allez voir que même les marges d'Air Liquide ne sont pas la même chose que Louis Vuitton. Et quand même, Air Liquide, c'est une société excellente. Parce qu'une, c'est une société de luxe, l'autre, c'est une société industrielle. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez choisir les meilleures sociétés de chaque secteur. Donc, vous allez comparer les sociétés industrielles avec des sociétés industrielles. Regardez la tendance des ratios. Okay? Si les ratios ils font qu'améliorer ou si ce n'est pas trop erratique, une année avec des pertes, une année avec des gains, une année avec des pertes, une année avec des gains, on veut des sociétés qui restent stables ou ont de l'amélioration au fur et à mesure que le temps il passe. Et c'est plus important de connaître l'interprétation des ratios que de savoir les calculer. Parce que les ratios, comme je viens de démontrer, vous pouvez les trouver sur Investing et sur Morningstar par exemple. Ça marche? Sur clubdevaleurs.com, sur l'onglet Insider, vous pouvez faire votre préinscription à formation Insider personnalisée où j'ai fait l'évaluation de portefeuille des gens qui sont dedans. Tous les sujets sont dedans, l'analyse fondamentale, les ETF, des A à Z. Bref, c'est tout complet, en détail. Et l'inscription, vous pouvez faire la préinscription maintenant parce qu'à partir du 22 mars, les inscriptions commencent à être faites pour les prochains groupes. Ça marche? Et dans les lives prochains, demain à 20h, on va voir comment choisir vos actions. C'est le sujet de demain. Et donc demain, on va dédier plutôt à un sujet de management, plutôt un sujet qualitatif. Ça marche? Mes amis investisseurs, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que le live il était intéressant? Quelles sont vos questions? Je vais répondre 2-3 questions ici avant de vous quitter. Il faut voir que ces indicateurs permettent de diminuer les risques. Tout à fait, exactement. Si vous choisissez déjà une société qui génère de la richesse, la moitié des bêtises que les gens font dans la bourse sont évitées. La majorité des gens qui font des bêtises, surtout pendant les Covid, la récupération de la pandémie, c'était une bonne période pour investir. Et beaucoup de gens ont acheté des mauvaises sociétés très polémiques, des biotechnologies. Et à ce moment-là, les gens ont fait des pertes. Mais s'ils regardaient que les sociétés n'ont jamais généré de la richesse, si les sociétés elles étaient endettées, ils allaient éviter de faire ce type d'investissement déjà. Pourquoi tu ne fais pas cette analyse sur les small cap? Ça donne la même chose en fait. Sur les small cap, les principes vont être les mêmes. Okay? Les ratios, ça ne va pas changer. Christophe, comment faire l'analyse financière des sociétés bancaires? Pour ça, on mérite un ou deux ou trois lives qui est pour ça. Les sociétés bancaires, pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse arrière, vraiment approfondie, l'analyse fondamentale, comment analyse financière juge une société financière, c'est beaucoup plus complexe d'analyser une société financière qu'une société industrielle, une société de luxe, etc. Parce que déjà, ils n'ont pas un produit à vendre, donc ils vont en fait emprunter de l'argent, ils vont demander des intérêts, et c'est comme ça que la banque va vivre. Et pour les assurances, c'est pas trop différent. Et donc, c'est un sujet plus complexe. Donc, c'est pour ça que les ratios fondamentaux que j'ai montrés ici, vous pouvez utiliser pour les banques, mais il y a des autres ratios qui sont plus intéressants pour analyser pour les banques. Okay? Donc, évidemment qu'on fait les dollars master maintenant. Donc, pendant les prochains jours, on va se dédier à ces sujets. Mais après les dollars master, je peux faire des lives par rapport les sociétés bancaires. Ça marche? Des nouveautés par rapport aux dollars master. Dans les prochains jours, évidemment, je dois investir les 8 000 € qui restent. PayPal, il n'a pas changé depuis qu'on a acheté. Williams Sonoma n'a pas changé grand chose. Elle est positive, mais n'a pas changé grand chose. Et Malibu Boats est en baisse de environ 6%. Donc, il ne faut pas oublier, c'est un argent que je n'ai pas besoin pendant 8 ans. Et si elle continue à baisser un peu plus, elle arrive à moins 12, moins 15, je vais renforcer un peu mon prix d'achat. Donc, surtout si vous êtes investisseur débutant ou si vous commencez avec l'analyse fondamentale, privilégiez surtout les grandes sociétés que je vais investir et pas les petites. C'est pas les contraires en fait. Si vous êtes débutant, vous ne devez pas mettre plus de poids sur les plus risqués. Vous devez mettre plus de poids sur les moins risqués. Ok? Donc, juste des informations. Et pendant cette semaine-là, on va faire plein d'achats. Ces derniers week-ends, samedi, dimanche, j'ai fait plein d'analyses. Donc, j'ai des sociétés que j'analyse et pour commencer à acheter dans les jours à venir. Ça marche?
Michael, d'ailleurs, les lives de Dollar Master resteront disponibles dans l'Insider. Oui, dans la formation Insider, il y aura un module spécial Dollar Master là-bas. Donc, les lives seront toujours disponibles là-bas. Mais sur YouTube, les lives vont disparaître après 48 heures. Il va rester quelques extraits des lives que j'ai jugés intéressants à garder. Mais sinon, les lives vont disparaître après 48 heures. OK? Pour ceux qui veulent garder les lives, avoir les lives, faire l'inscription dans la newsletter Dollar Master. Ça marche? Mes amis investisseurs, merci pour ce soir. Merci pour être là, pour rester jusqu'ici. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ça aide beaucoup YouTube à montrer cette vidéo à des autres personnes et faire la chaîne grandir. Je vous remercie d'être là, de faire attention à ces sujets intéressants et à poser vos questions. Et demain, ici, à 20h, on va parler de l'analyse qualitative, l'analyse des managements des sociétés. Ça marche? Mes amis investisseurs,